Mesdames et messieurs, bienvenue au Blédard Podcast, votre rendez-vous incontournable où résonnent les voix qui sculptent l'avenir de l'Afrique. Aujourd'hui, j'ai l'immense honneur de recevoir une figure emblématique du journalisme et de la géopolitique africaine. Un intellectuel qui maîtrise avec brio les complexités des enjeux internationaux, spécialement des questions africaines. Notre invité du jour n'est autre que Francis Laloupo. Francis Laloupo est un journaliste de renom, éditorialiste et enseignant en géopolitique. Sa carrière est un témoignage vivant de la passion, de l'engagement et de l'excellence. De ses débuts dans le journal Libération, à son rôle de rédacteur en chef de Nouvelle Afrique Asie, en passant par ses fonctions de directeur de rédaction du magazine Continental, Francis Laloupo a toujours été à l'avant-garde des débats sur l'Afrique. Vous l'avez peut-être entendu sur France Inter, RFI, ou encore vous l'avez peut-être vu sur France O et TV5 où il a animé des émissions emblématiques comme Le Grand Débat, et peut-être que vous l'avez entendu sur Africa numéro 1. En plus d'être un journaliste accompli, Francis est un écrivain et essayiste dont les travaux explorent des thématiques cruciales pour notre époque. Il est également un expert et enseignant respecté collaborant avec des institutions prestigieuses telles que l'Institut des relations internationales et stratégiques, l'ESSEC et l'Institut pratique du journalisme. Dans cet épisode du Blédard Podcast, nous aborderons des sujets aussi variés que les relations internationales africaines, les partenariats historiques et les défis contemporains ainsi que des enjeux géostratégiques du Sahel. Nous plongerons ensemble dans les promesses et les réalités de la présence russe en Afrique et discuterons de la responsabilisation des peuples africains face aux propagandes externes. Mesdames et messieurs, préparez-vous à un échange passionnant et enrichissant avec un véritable pionnier du paysage médiatique africain. Mesdames et messieurs, voici Francis Laloupo. Bonjour Francis et bienvenue sur Blédard Podcast. Bonjour Eric. On va commencer un peu léger parce que c'est une question qui me taraude depuis un moment, depuis que j'ai commencé ce format. J'ai toujours voulu poser la question à quelqu'un qui maîtrise ce domaine. Qu'est-ce que ce nouveau type de format vous inspire? On a plus de podcasts qui s'écartent un peu du journalisme comme on le connaît. Donc vous qui êtes un expert de ces questions-là, qu'est-ce que ça vous inspire aujourd'hui que les rôles soient un peu inversés? Moi je suis avocat, je ne suis pas du domaine, mais je me retrouve à avoir une conversation avec vous comme invité. Qu'est-ce que cela vous inspire en termes d'évolution du journalisme? Il y a une véritable évolution parce que les outils se sont évidemment diversifiés et multipliés au cours des 20 dernières années. Les habitudes également du public ont aussi évolué, ont beaucoup changé. Le rapport par exemple à l'image, le rapport au son également. Et il y a effectivement dans le public, on a constaté, je dirais, peut-être de nouvelles demandes en fait d'écoute, de nouvelles demandes de rapport à l'information. Et de ce point de vue, les podcasts, je m'en suis rendu compte, ont créé de nouvelles habitudes chez le public, c'est-à-dire peut-être un rapport d'intimité qui est tout à fait nouveau. Et donc voilà, c'est un outil qui est tout à fait, nouveau et qui correspond parfaitement peut-être à de nouvelles demandes de l'auditoire, peut-être une demande peut-être beaucoup plus, plus exigeante également de la part du public. Donc vous êtes tout à fait fondé en tant qu'avocat, je veux dire, à vous mettre dans ce rôle. Et puisque vous êtes vous-même, je dirais, un demandeur d'informations, vous pouvez également être un créateur d'informations. C'est ça qui est nouveau d'ailleurs, parce que ceux qui n'étaient pas forcément des journalistes sont devenus aussi des créateurs de contenu, des créateurs d'informations, parce qu'ils créent aussi, je dirais, une sorte de lien, je dirais, une sorte comme ça, je dirais, d'intermédiation, je dirais, entre le grand public et le journalisme professionnel. D'accord. On va aller au début en commençant par votre carrière un peu. Et vous avez commencé avec la publication dans Libération, à ce que je sache. Et vous avez ensuite eu des rôles clés très importants dans des journaux comme Nouvelle Afrique Asie, le magazine Continental. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu de vos débuts et ce qui vous a déjà poussé vers le journalisme? Écoutez, c'est arrivé assez vite, de manière tout à fait évidente. Je vous fais une confidence. En fait, il était question au départ que je fasse du droit. Donc, je vais me retrouver sur le même terrain que vous. Mais assez rapidement, je me suis rendu compte, et c'est devenu très évident par la suite, parce que ceux à qui
J'ai confié à l'époque que je voulais devenir journaliste. Ils m'ont dit, bah, écoute, c'est tout à fait évident parce qu'on a vu ça venir, quoi. Moi, personnellement, je n'avais pas vu ça venir, mais la vocation était peut-être déjà là. Et donc, je me suis voilà, j'ai changé d'orientation, mais peut-être pour rassurer un peu mes parents à l'époque, j'ai multiplié, je dirais, les espaces de formation en étant à la fois journaliste, donc étudiant journaliste, et en même temps en sociologie. Et que, après le journalisme, les études de journalisme, j'ai fait également les relations internationales Mhm. pour pouvoir densifier en quelque sorte ma formation, quoi. Ok, mais dans votre parcours, on voit que vous avez été un peu à différents rôles. Par exemple, vous étiez chroniqueur sur France Inter, et puis à RFI, et puis vous êtes animateur à France O, TV5. Et donc, comment ces différentes plateformes ont-elles influencé votre vision et votre approche du journalisme au fil du temps? Ben, écoutez, en fait, j'ai fait tout ça sans trop m'interroger parce que je suis allé là où je me sentais le plus à l'aise. Euh, j'ai voulu faire de la radio dans un premier temps et très rapidement, en fait, moi j'ai toujours été, voilà, j'ai toujours été très attaché à l'écriture, hein. Depuis très très longtemps. C'est mon premier métier, l'écriture. C'est aujourd'hui encore, je dirais, mon dernier métier, si je puis dire, mon métier ultime, quoi. Entre-temps, effectivement, j'ai fait de la radio, j'ai fait également de la télévision. Donc j'ai un peu bouclé la boucle, je dirais, des outils principaux de journalisme. Et dans un premier temps, vous savez, à 27 ans, j'ai créé mon propre journal qui s'appelait Taxiville, qui était un journal de culture, de société et culture, parce que simplement, je ne trouvais pas dans l'offre générale de la presse ici en France un journal qui correspondait à mes attentes en ce qui concerne la manière de raconter en fait l'Afrique, Mhm. de relater, je dirais, la vie sociale et culturelle en Afrique. Donc, je me suis dit, bon, avec des amis, pourquoi pas créer notre propre journal, puisqu'on ne trouve pas notre compte dans les kiosques. Donc, ça a été effectivement une première aventure en tant que chef d'entreprise. Puis ensuite, bon, quelques temps plus tard, ça a été l'officiel d'Afrique en tant que salarié. Et puis j'ai créé Taxiville ensuite aussi, donc deuxième aventure en tant que chef d'entreprise. Mais là, c'était effectivement beaucoup plus large. C'était un journal d'information générale, politique, société, culture, sport, enfin voilà, toute la gamme, je dirais, de journalisme. Et c'est à ce moment-là, effectivement, que je me suis définitivement orienté vers le journalisme politique et les relations internationales. D'accord. Avant de devenir enseignant plus tard aussi en même temps. Alors, vous avez dit tantôt que votre premier métier, c'est l'écriture et j'aimerais qu'on en parle un peu. Donc, vous êtes écrivain essayiste reconnu. Vous avez écrit notamment France-Afrique, La Rupture maintenant, Mhm. édition à Coria en 2013. Il y a Blues démocratique, peut-être c'est l'ouvrage comment on a beaucoup plus parlé quand j'évoquais avec certains amis que je vous recevais sur la plateforme. Donc, Blues démocratique 1990-2020, Mhm. édition Cartala. Et puis, il y a des articles comme La France intéresse-t-elle l'Afrique dans Alternative internationale ou encore le discours de la Baule, l'anatomie d'un mythe. Donc, ça veut dire que, comme vous l'avez dit, l'écriture est très présente dans votre profil. Mhm. Donc, il y a un peu, lorsqu'on voit ces titres et vos publications, il y a un peu comme si un filon afrophile qui s'est dégagé et peut-être qui était déjà instillé en vous depuis très jeune Tout à fait. de par vos origines. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu de ces filons et des sujets qui vous tiennent plus à cœur lorsque vous écrivez et que vous faites le choix de publier? Et d'abord, vous savez, quand je suis devenu journaliste, hein, j'ai décidé, ça me semblait même, c'était pas une décision, c'était même une évidence, de consacrer ma carrière entièrement à l'Afrique, à raconter l'Afrique. Mm. Et donc, j'ai essentiellement travaillé sur ce terrain-là, ce qui m'a permis de sillonner pratiquement tout le continent. Donc, je suis d'ailleurs très reconnaissant au journalisme pour ça, parce que ça m'a permis, je dirais, de continuer, je dirais, à conserver ce lien avec l'Afrique tout en étant résident en France. J'avais peut-être ce besoin, hein, puisque voilà, il y a forcément une charge, une part personnelle, je dirais, dans ce choix-là. Mais ça a été à la fois donc une activité et une école également, parce que ça m'a permis de connaître les différentes évolutions du continent depuis la fin des années 80. Et voilà, donc pour moi, ça a été effectivement, je veux dire, mon terrain, quoi. C'est-à-dire que en étant résident en France, j'ai voulu raconter, je dirais, à la fois aux Africains et au monde l'Afrique, à ma manière. Mm. Et
ce qui explique les indications que vous avez données, les choix que j'ai faits, les choix éditoriaux que j'ai faits. Quel choix éditorial unique, finalement, puisque il s'agissait essentiellement, effectivement, de marcher avec l'Afrique en quelque sorte, et de voir l'Afrique changer, de voir l'Afrique bouger, de voir l'Afrique évoluer, et de raconter ce mouvement-là, dans ce mouvement que je me suis inscrit et que je m'inscris toujours. Euh, et moi, lorsque j'ai décidé de mettre sur pied cette plateforme et que j'ai décidé de nommer la plateforme Blédard Podcast, l'une des remarques les plus récurrentes que j'ai eu à avoir, le, c'est l'image négative qui était associée au mot blédard et donc à l'africain et tout ça. Et je me pose la question, je soupçonne que dans les années 80, cette image-là, peut-être qu'elle était meilleure, pire, je ne sais pas, mais je pense que c'était plus compliqué qu'en 2024, que je soupçonne. Et quel est l'état d'esprit qu'il faut? Déjà, quel était le contexte et quel est l'état d'esprit qu'il faut pour dire, dans les années 80, moi, je fais le choix de parler de l'Afrique, de parler à l'Afrique, mais aussi au monde de l'Afrique. On en parlait beaucoup moins dans la presse mainstream, comme on dit aujourd'hui. On parlait beaucoup moins qu'aujourd'hui. Parce qu'il y a eu entre-temps forcément un phénomène de mondialisation, entre guillemets, aussi de la presse. Donc l'Afrique est devenue de plus en plus présente dans la presse. Et la manière de raconter l'Afrique également dans les médias français ou dans les médias internationaux a aussi beaucoup évolué. Alors, votre question est intéressante parce que en tant qu'enseignant, à chaque rentrée universitaire, pour mon premier cours, je disais toujours aux étudiants, dites-moi, quel est le mot que vous inspire l'Afrique? Et c'était intéressant parce qu'en fait, donc, chacun donnait un mot. Alors, les mots qui revenaient souvent, c'était conflit, famine, coup d'État, catastrophes naturelles, etc. C'était que ça, c'était effectivement une vision forcément sombre de l'Afrique, quoi. Donc, mon rôle était un peu, je dirais, d'inverser ces tendances en leur disant, écoutez, vous savez, en Afrique, il y a tout simplement la vie aussi. La vie de tous les jours, le quotidien, voilà, avec voilà, tout ce qu'il y a de plus ordinaire, avec les joies, les peines, avec évidemment tout ce qui constitue en fait l'humanité, en fait, de ce continent, de ses habitants, quoi. Donc, effectivement, dans les années 80, c'était pas évident. Vous savez, quand j'ai voulu être... Et quand j'ai décidé d'être journaliste, quand je suis parti la toute première fois à l'école de journalisme à Paris pour aller donc me demander l'inscription, on m'avait posé la question immédiatement de savoir si j'allais retourner chez moi après la formation. J'étais un peu surpris d'ailleurs, parce que j'étais jeune évidemment, je ne comprenais pas très bien. Moi j'avais le sentiment à l'époque que la terre m'appartenait et que je pouvais faire le choix d'habiter là où je souhaitais. Je ne pensais pas effectivement à cette équation-là. Et j'ai posé la question, mais pourquoi vous me posez cette question, quoi? Je dis oui, vous savez, en fait, parce qu'en France, les gens comme vous, effectivement, ne sont pas inscrits dans ce registre de métier. J'ai dit, ah bon, je ne sais pas. On me dit, vous voulez exercer le métier où? Je dis, écoutez, partout, ce sera possible, quoi. Donc, voilà, donc, et les étudiants, mes, je dirais, mes condisciples avec lesquels j'avais été à l'école, une fois que nous avons été diplômés et que nous avons commencé à exercer, même eux me présentaient souvent aux amis en disant c'est un journaliste, ils ajoutaient toujours africain. Alors, c'était l'épithète qui, évidemment, venait. Et cette épithète a disparu avec le temps. Mais bon, en réalité, moi, je ne me suis jamais posé vraiment la question. En fait, j'ai fait les choses, je dirais, comme je les sentais. Parce que j'ai toujours eu le sentiment, en fait, en venant en France, que bon, c'était le choix de mes parents. Donc, c'était aussi forcément c'était le mien également. C'était comme un contrat, quoi. C'était un contrat avec les parents. C'était aussi un contrat entre moi et la France. Je disais, bon, vous avez le sentiment que, avec ma culture, avec mes origines, que je pouvais apporter quelque chose en fait, à la France. En étant journaliste, je pensais que je pouvais apporter, par ma sensibilité, quelque chose de différent également à ce pays. Et en retour, ce pays, évidemment, m'a accordé une résidence. Donc voilà, c'est ce contrat qui a toujours été le mien avec la France, quoi. Et j'ai toujours vécu voilà, dans cette espèce dans cette idée d'échange contractuel entre moi et le pays où je réside depuis maintenant plusieurs décennies. Et voilà, qui est devenu aussi un deuxième pays, c'est évident. J'aimerais qu'on puisse plonger un peu dans votre expertise, les relations internationales africaines aussi, les matières que vous enseignez et vous, que vous abordez de par vos publications.
Ma première question est de savoir votre lecture par rapport à l'évolution de l'Union africaine en tant qu'institution, mais surtout en termes de tensions qu'il y a, qui semblent de plus en plus apparents entre le libéralisme panafricain, donc on se met ensemble, et ce besoin de réalisme un peu nationaliste. On a l'impression qu'il y a comme un conflit qui fait que l'Union africaine stagne d'une certaine façon. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu de ça? Mais ce conflit, en fait, c'est un conflit originel pour cette organisation qui ne ressemble à aucune autre. Parce que la spécificité de l'Union africaine, c'est que pour appartenir à l'Union africaine, pour être membre de l'Union africaine, il suffit d'être un pays africain. Il n'y a pas de critères de convergence, comme on peut le constater, comme on peut le noter, par exemple, pour une organisation comme l'Union européenne, où il y a des critères, évidemment, la démocratie, les droits de l'homme, le respect des minorités, etc. Ce sont des critères fondamentaux pour appartenir à l'Union européenne. Pour l'Union africaine, il suffit simplement d'être un pays africain. Parce que le postulat de cette organisation est de tendre vers la construction, vers la constitution des États-Unis d'Afrique, vers l'unité africaine, c'est un organisme qui est fondé sur le concept du panafricanisme. Donc, avec comme projection, comme utopie en quelque sorte, l'idée d'une unité africaine. Donc, c'est un chemin, effectivement, qui est un chemin que tous les pays africains devraient faire ensemble, sans distinction, je dirais, de culture politique, de distinction, quelle que soit d'ailleurs la distinction. D'ailleurs, il n'y a pas de distinction, justement. Alors, donc, c'est une contradiction initiale, c'est une complexité initiale, mais c'est aussi ça qui fait, au fond, je dirais, la grandeur de l'enjeu de cette organisation. Je suis de ceux, comme beaucoup d'ailleurs d'Africains, qui ont beaucoup critiqué l'Union africaine dans son fonctionnement, dans ses positions, dans sa manière d'avancer dans le temps, c'est évident, mais c'est un outil très précieux. C'est un outil très précieux qui requiert la mobilisation de toutes les énergies, de toutes les intelligences collectives africaines, parce que c'est, je dirais, l'incarnation en un lieu de la voix de l'Afrique dans le monde. Cela n'empêche pas qu'il puisse y avoir, par ailleurs, des manifestations nationalistes, nationales, distinctes. Ça renvoie à ce que je disais, c'est-à-dire que c'est à la fois la combinaison des différences et la tension vers un objectif commun. Voilà. Donc, la gestion complexe justement de l'Union africaine, c'est d'arriver à gérer en permanence, en quelque sorte, je dirais, cette complexité initiale, c'est-à-dire tenir compte des spécificités nationales, et tout en gérant effectivement les objectifs communs. Ce n'est pas incompatible, parce que il faut bien se rendre à l'évidence. Je veux dire qu'il y a bien une différence entre être ivoirien et être éthiopien. La différence entre être marocain et être de Zimbabwe, c'est évident. Bon, alors, il y a cette utopie, évidemment, dans laquelle tous les Africains communient, qui est l'unité africaine, qui est l'horizon, mais il y a aussi les déterminations locales, c'est évident. C'est d'ailleurs pour ça que, au fil du temps, on a vu se mettre en place cette construction très sophistiquée sur le continent, c'est-à-dire l'existence, on a d'un côté l'Union africaine qui symbolise l'ensemble, la détermination continentale, et vous avez les organisations régionales, ou sous-régionales comme l'on dit, qui gèrent en fait les questions régionales. Et en troisième position, donc au bas de l'échelle, en quelque sorte de la pyramide plutôt, vous avez les pays qui s'autodéterminent. Donc la diplomatie africaine fonctionne comme ça. Vous avez d'abord les pays qui ont une autodétermination évidente et nationale. Vous avez ensuite les régions. C'est le cas de la CEDEAO, c'est le cas de la SADC en Afrique australe, la CEMAC ou la CEAC en Afrique centrale. Et ces organisations donc régionales sont également, je dirais, une construction tout à fait novatrice et qui constitue pour moi en tout cas l'avenir en fait du continent. Donc c'est à ces différentes échelles en fait que se détermine la diplomatie africaine, et c'est ainsi qu'il faut voir l'Afrique aujourd'hui dans sa réalité. Mais c'est un chemin extraordinaire qui a été fait en 60 ans, parce qu'il y a 60 ans on n'imaginait pas d'abord qu'il pouvait y avoir des organisations
régionale aussi forte que la CEDEAO, par exemple, quels que soient les reproches qu'on puisse faire à la CEDEAO, mais je veux dire, c'est une construction, c'est une organisation exceptionnelle. Et vous avez également ces autres organisations que j'ai citées, la CEAC, la CEMAC, ou encore la SADC en Afrique australe. Et vous avez donc l'Union africaine qui coiffe tout ça de certaine façon. Donc c'est cette architecture globale qui constitue l'Afrique aujourd'hui, qui constitue l'Afrique moderne, parce que cette architecture globale est d'une très grande modernité, parce que nous avançons quand même vers des avenirs, en tout cas le monde entier avance vers des avenirs, où les États individuellement seront forcément de plus en plus insuffisants. Ce sont les organisations régionales qui seront déterminantes pour l'avenir des pays, et ce sont les organisations supra-régionales comme l'Union africaine qui seront effectivement les représentants, l'incarnation des voix des grands ensembles. Et justement, l'une des missions majeures assignées à l'Union africaine, c'est justement de parler un peu au nom de l'Afrique. Et aujourd'hui, on assiste sur le plan des souverainetés nationales, beaucoup de remises en question des partenariats historiques que les États ont eus avec certaines puissances et non africaines, je vais dire ça comme ça. Donc, ma question est de savoir, selon vous, quelles sont les plus grandes opportunités que ces remises en question créent? Et surtout, quels sont les plus grands défis que ces remises en question présentent pour le continent africain? Alors, je vais revenir vers votre interrogation pour que vous la précisiez. De quelles remises en cause de partenariat parlez-vous précisément? Et quels sont les pays, je dirais, qui participent de ce mouvement-là? Il y a de plus en plus dans les pays de l'Afrique francophone une certaine remise en question des rapports que ces pays ont avec notamment la France et qui choisissent de se diriger vers d'autres partenaires. Et bon, on va analyser un peu l'approche, je veux dire, les partenariats, les nouveaux partenariats, notamment avec la Russie, un peu plus tard. Mais déjà, cette remise en question des partenariats historiques que ces pays ont avec la France, quelle est votre lecture de cette situation? C'est un phénomène, en fait, qui est nouveau. C'est une séquence. C'est une séquence historique tout à fait intéressante, mais qui n'est pas nouvelle, en réalité. Qui n'est pas nouvelle. Alors, un certain nombre de paramètres, de facteurs qui expliquent cela. Il y a, alors, l'affaire est évidemment, je veux dire que le sujet est très vaste, parce que on pense forcément d'abord aux pays du Sahel, à 3 pays du Sahel essentiellement, qui sont aujourd'hui emblématiques de ce que vous avancez, c'est-à-dire le Niger, le Mali, le Burkina Faso. Mais il y a un mouvement, effectivement, diffus comme ça, dans l'opinion, vous avez raison, qui dépasse même ces territoires, et qu'on constate au sein des opinions, sur les réseaux sociaux, effectivement, qu'il y a une sorte comme ça de remise en cause, en quelque sorte, des relations avec des puissances, des anciennes puissances coloniales, notamment la France, et avec l'Occident aussi. Plus généralement, l'Occident qui représenterait, en fait, je dirais, cette mémoire coloniale que les Africains, aujourd'hui, rejettent, j'allais ajouter, rejettent de nouveau, parce que ce n'est pas nouveau, en fait, comme phénomène. Je suis d'une génération qui a combattu le néocolonialisme et tous les impérialismes, et ma génération pensait, en fait, que nous avions réglé, en fait, cette question-là. Et aujourd'hui, il y a une nouvelle génération qui reprend, en quelque sorte, je dirais, ces éléments de combat, je dirais, de lutte, en fait, pour contester donc ce passé colonial, même si, effectivement, ce passé colonial n'a pas du tout, je dirais, donc, de mon point de vue, en tout cas, ce qui reste de ce passé colonial est très minime aujourd'hui par rapport à ce que moi, ma génération a connu quelques décennies plus tôt, quoi. Donc, pour ne parler que de la France, par exemple, ma génération a connu effectivement une France puissante, impériale, post-coloniale, et même néocolonialiste, dans les années 70 et 80. Et aujourd'hui, la France est une puissance moyenne qui, effectivement, a d'autres agendas, notamment sur l'agenda européen, et qui, évidemment, se tourne également, je dirais, vers d'autres horizons. Sans compter que les Africains ont également connu l'opportunité historique au tournant des années 80 et 90 de diversifier leurs partenariats, de faire des choix politiques, des choix commerciaux, des choix diplomatiques tout à fait autonomes, indépendants et de façon parfaitement inédite, ce qui n'était pas le cas
20 ou 30 ans plus tôt. Voilà, donc tout cela se passe aujourd'hui dans un contexte géopolitique tout à fait singulier. C'est-à-dire nous assistons à une recomposition des puissances sur la planète, une recomposition des pôles de croissance, de pôles de puissance pardon, sur la planète. Pôle de puissance politique, c'est notamment le retour de la Russie dans le champ de la décision de la diplomatie internationale. Vous avez également des puissances émergentes également qui, aujourd'hui, pèsent, je dirais, dans la décision internationale. On pense aux BRICS, par exemple, aux pays du BRICS, par exemple. Et on pense à des puissances fortement émergentes comme l'Inde, comme le Brésil. Tout cela, évidemment, crée un monde nouveau qui n'a rien à voir avec le monde des années 60 et des années 70. C'est dans ce contexte de recomposition et comment dire, de reconstruction, en quelque sorte, d'un pôle de puissance que l'Afrique a fait entendre sa voix. Avec, évidemment, un certain nombre je dirais, avec une certaine confusion également. On a assisté à des mouvements. Alors, vous avez donc le retour d'un coup d'État comme on n'imaginait pas, comme on n'imaginait plus. Il y a coup d'État qui deviennent vertueux pour une certaine opinion, alors que c'était considéré comme le crime absolu il n'y a pas si longtemps encore, et c'est toujours inscrit dans la Constitution, y compris dans la Constitution de ces pays-là, qu'il s'agit effectivement d'un crime majeur. Et donc voilà, et vous avez une conjonction, je dirais, d'intérêts qui s'opère entre les acteurs d'un coup d'État, et de l'autre côté, un courant néo-panafricaniste qui monte, et vous avez également, je dirais, des courants opportunistes qui mettent à profit, je dirais, tout ce mouvement auquel nous assistons pour, disons, mettre en place, je dirais, une sorte de commerce politique nouveau, financé notamment par la Russie, qui par ailleurs trouve à cette occasion l'opportunité d'un retour en Afrique pour garantir ses propres intérêts et mener par ailleurs une guerre idéologique avec l'Occident. Donc voilà, c'est tout cela effectivement, c'est à tout ça que nous assistons aujourd'hui. Et moi, je vous dirais que ma grande inquiétude, c'est de savoir au bout de ce tumulte, au bout de cette espèce comme ça, je dirais, de tourbillon auquel nous assistons, quel en sera le bénéfice pour les populations? Parce que c'est la seule question qui compte, effectivement. Il me semble qu'aujourd'hui, plus que jamais, la vraie interrogation, la véritable interrogation, c'est quand même, c'est curieux, hein, mais c'est le développement. C'est-à-dire que la question de développement n'a jamais été aussi cruciale qu'aujourd'hui. Il y a quelques décennies, le développement était au cœur du débat africain. On parlait des inégalités des termes de l'échange, on parlait de différentes les conceptions, en tout cas, de développement étaient énoncées, se multipliaient. Il y avait des voies, effectivement, diverses qui étaient débattues. Et aujourd'hui, en 2024, nous nous retrouvons effectivement face à cette équation qui reste toujours la même. C'est notamment pour ces nouveaux régimes que nous voyons se confirmer dans le Sahel, par exemple. On entend tout sauf un projet de développement. Le projet politique est d'ailleurs assez flou. Il y a un certain nombre, je dirais, de manœuvres politiciennes, pour ne dire que cela, dans tout ce qui se produit actuellement dans le Sahel. Mais la question est de savoir, au bout du compte, quel est le projet qui est proposé aux populations. Est-ce qu'au bout de ce mouvement, les populations au Mali, au Burkina Faso ou encore au Niger vivront mieux qu'à la veille du coup d'État? C'est la question qui compte. Dans un monde qui s'accélère, dans un monde aujourd'hui où les enjeux sont des enjeux comme nous n'avions jamais connu ça, jamais connu auparavant, où des organisations privées aux États-Unis aujourd'hui explorent l'espace et où l'Europe est en train de reconsidérer elle-même les paramètres de son développement, où les États-Unis sont en train de s'interroger sur leur place future sur l'échiquier mondial, il me semble que l'urgence pour l'Afrique, c'est de s'interroger sur les véritables enjeux, c'est-à-dire quels sont les investissements que l'on fait dans l'éducation,
qui me semble quand même être le facteur initial et essentiel pour construire les acteurs du développement, les acteurs locaux du développement. Quelles sont les projections que l'on fait pour que l'Afrique puisse s'arrimer réellement fortement à la locomotive de ce monde qui avance très très vite d'ailleurs, dans un monde où les nouvelles technologies font un bond tous les jours comme on n'aurait jamais imaginé. Tout cela évidemment interroge, mais il faut en même temps relativiser, c'est que là nous parlons quand même d'une Afrique francophone, où nous avons 3, 4, 5 pays qui sont des pays évidemment qui sont dans ce mouvement, dans ce remuement, je dirais, qui interroge. Mais nous n'oublions quand même pas que nous parlons d'un continent de 54 pays où les tumultes qui ont cours dans le Sahel laissent totalement indifférent en Afrique centrale ou en Afrique de l'Est, par exemple. Tout cela est pour un Kenyan. Vous posez la question des Kenyans. Les Kenyans sont assez indifférents des humeurs et des émotions francophones. Voilà. Donc il faut absolument relativiser tout cela. Mais c'est quand même une interrogation, parce que si nous revenons au début de notre conversation, le souci d'un pays en Afrique concerne le continent entier, puisque l'Union africaine, je veux dire, ne fait pas de différence, je dirais, entre ce qui se produit au Niger ou ce qui se produirait en Afrique du Sud, quoi. C'est-à-dire que le sort d'un pays africain peut effectivement interpeller tout Africain, mais il faut en même temps relativiser et circonscrire, je dirais, la situation pour peut-être apporter les réponses les plus justes. Ok. Et je me pose la question de savoir pourquoi est-ce que cette situation semble un peu se cristalliser au Sahel spécialement et pas ailleurs. Effectivement, il y a le fait que les pays francophones un peu se trouvent dans cette zone beaucoup plus qu'ailleurs, mais cette tension n'est pas aussi forte, on va dire, en Afrique centrale qu'en en Afrique de l'Ouest et surtout le Sahel. Pourquoi cette zone est devenue brusquement un enjeu géostratégique aussi intéressant? Je pense que c'est lié d'abord à l'histoire, c'est lié à la géographie, et c'est lié aux cultures politiques de ces pays-là. Donc ce sont les 3 éléments essentiels qui permettent de comprendre pourquoi certains foyers de tension aujourd'hui sont ravivés ou émergent plutôt qu'ailleurs, là plutôt qu'ailleurs. Je crois que pour comprendre ce qui se passe aussi, il faut interroger également les processus de démocratisation qui ont été déclenchés en Afrique à la fin des années 80, des années 90, et faire le bilan de ces processus de démocratisation. Aujourd'hui, il est entendu pour les Africains, même ceux qui aujourd'hui fustigent la démocratie en disant est-ce que nous avons besoin de démocratie, etc. Mais quand vous leur posez la question à ceux qui le disent, ils vous disent, écoutez, vous voulez remplacer la démocratie par quoi? Aucun de ceux qui manifestent aujourd'hui dans la rue de Bamako ou qui s'expriment bruyamment sur les réseaux sociaux ne sont prêts, je veux dire, à accepter un régime autoritaire qui les priverait de ces libertés-là. Donc, il y a une déception vis-à-vis de, je dirais, de la première époque de la démocratisation telle que nous l'avons engagée en Afrique depuis les années 90, parce que ce processus a été dévoyé et perverti par les acteurs politiques. Il faut bien le dire. Donc, il faut rappeler, il faut toujours insister sur le fait que ce n'est pas la démocratie, le système qui est en cause. C'est ce que les acteurs politiques en ont fait. Parce qu'ils ont trahi cette démocratie, ils ont trahi ce processus par différentes subterfuges, par différentes manœuvres, la fraude électorale, l'intimidation des oppositions ou carrément la maltraitance infligée aux oppositions, la répression, les modifications opportunistes des constitutions pour se maintenir au pouvoir. C'est-à-dire que finalement, pour contourner la donne démocratique et restaurer de manière malicieuse des partis uniques qui n'en sont pas, mais enfin, qui ressemblent beaucoup. Ouais. Ce qu'on appelle les démocratures. Voyez. Ce sont des actions des acteurs politiques. Hein. Ce sont des actions des hommes et des femmes qui ont été en charge des destinées de ces pays au cours des 30 dernières années. Ce n'est pas le système lui-même démocratique qui est à remettre en cause. Pour moi, l'avenir de l'Afrique, comme l'avenir du monde, c'est la démocratie. Parce qu'on n'a jamais vu nulle part ailleurs, nulle part dans le monde,
des êtres humains, des hommes et des femmes manifester avec des banderoles en disant « Nous voulons plus de répression, moins de liberté, plus de coercition, etc. » Okay. C'est la liberté qui est la chose la mieux, l'aspiration de la liberté qui est la chose la mieux partagée à travers le monde. Donc, quand on s'interroge sur le fait de savoir si la question démocratique est adaptée à l'Afrique, ce sont des débats toxiques et des débats, ce sont des faux débats, ce sont des débats qui sont dangereux d'ailleurs, parce qu'il n'y a pas de raison que les Africains aspirent moins à la démocratie que les Européens ou les Américains ou les Indiens ou les Asiatiques. Vous voyez. Donc, je pense que la question démocratique est au cœur de cette crise que nous vivons. Au Mali, c'est effectivement les coups portés à la démocratie que les Maliens ont reproché au régime qui a été renversé par le coup d'État. Au Burkina Faso, ça a été l'insécurité, bon, évidemment, qui était au cœur, effectivement, du problème burkinabé. En Guinée, Conakry, c'est une modification opportuniste de la Constitution, c'est-à-dire une confiscation d'un lever du pouvoir par le régime qui a été renversé, qui a amené donc à ce coup d'État. Je peux vous citer beaucoup d'exemples comme ça. Ça a été le cas également au Gabon, en Afrique centrale, puisque vous parlez de l'Afrique centrale. C'est-à-dire que ce sont les coups portés, c'est la succession des fraudes électorales, c'est la succession des manœuvres d'un pouvoir qui a privatisé l'État, en quelque sorte, qui a entraîné le coup d'État auquel on a cité au Gabon. Donc la question qui se pose finalement, c'est la question du rapport des acteurs africains, des acteurs politiques africains à l'État. Il y a deux questions qui se posent après les indépendances. C'est peut-on confier les rênes de pouvoir au tout venant? Deuxièmement, quelle idée faisons-nous nous faisons de la notion même de l'État? L'État étant considéré comme, voilà, je dirais, il y a une sacralité de l'État qui est en train d'être dévoyée, qui est en train de s'étioler, de s'éroder avec tous les événements auxquels nous assistons. Or, l'État, c'est la garantie suprême qui dépasse d'ailleurs le temps, qui dépasse le temps humain. C'est la garantie suprême, en fait, de la constitution des États-nations et des collectivités et des communautés de destin. Oui. Okay. Donc, la question de l'État est au centre de tout cela. Donc, il y a deux questions. Donc, je pense qu'il y a, bon, je dirais même qu'il y a trois questions pour répondre précisément à ce que nous disions. Je pense qu'il y a trois éléments qui ont été constitutifs de la crise que nous vivons aujourd'hui dans les pays du Sahel. Il y a d'abord la question sécuritaire, qui est une question nouvelle. C'est une forme nouvelle de violence, le djihadisme, le terrorisme, etc. Évidemment, interroge beaucoup les États qui n'étaient pas armés pour y faire face. Deuxièmement, c'est la notion même de l'État, c'est le rapport que nous avons à l'État, le rapport des acteurs politiques et des opinions à l'État. Et puis, troisièmement, effectivement, la question démocratique. Je ne fais pas de hiérarchie en tout cela. Vous pouvez mettre ça dans l'ordre que vous voulez. La question démocratique, c'est la question essentielle parce qu'au bout de cette crise-là, c'est la question démocratique qui va également se poser. Parce que la démocratie est aussi pour moi, la confortation de la démocratie est aussi pour moi la meilleure réponse à l'insécurité et aux nouvelles formes de violence. D'accord. Et en parlant des acteurs politiques et leur rôle un peu dans la remise en question à la fois des rapports que l'Afrique a avec l'Occident et aussi la question démocratique que vous avez évoquée, aujourd'hui, il y a de plus en plus de voix qui se lèvent pour essentiellement indiquer que toute cette remise en question, c'est un peu une forme d'excuse des acteurs politiques pour justement désigner quelqu'un d'autre qui serait responsable des problèmes qui ont existé dans le pays, au lieu de faire face et d'assumer essentiellement le rôle que ces acteurs politiques ont joué, notamment en créant l'insécurité et d'autres facteurs que les populations n'acceptent plus, en vrai. Vous avez tout à fait raison. Je pense que le fait de désigner l'ennemi extérieur où la main est visible est devenu une excuse mécanique et automatique. Et facile à diffuser, au fond, pour une certaine opinion, pour finalement ne pas assumer sa responsabilité. Et ce n'est pas nouveau, cela aussi, vous savez. Nous avons connu, je vais vous donner juste un exemple. Vous savez, la RDC, qui était autrefois le Zaïre, donc a été gouverné pendant très longtemps par le maréchal Mobutu, qui était quand même, à l'époque de la guerre froide, le chouchou des Occidentaux.
soutenu par les États-Unis, par l'Europe, parce que étant le rempart, disait-on à l'époque, contre le communisme dans cette région. Et puis, écoutez, quand la guerre a commencé en 1996, venant de l'Est du Zaïre pour bouter hors du palais M. Mobutu, le maréchal Mobutu, M. Mobutu, qui a été jusque-là le chouchou des Occidentaux, a commencé à fustiger l'Occident en disant, vous voyez, c'est le retour du colonialisme, c'est l'Occident qui est en train de soutenir les rebelles contre mon régime. Donc, mettons-nous tous ensemble pour faire front face à l'Occident, etc. Oui, donc ce n'est pas nouveau. Ce n'est pas nouveau, et dans tout ce que nous entendons aujourd'hui, bon, effectivement, vous savez, c'est un peu... Il y a un moment où, comme je vous le disais, moi je suis d'une génération qui a combattu le néocolonialisme, l'impérialisme, et dans ces années-là, dans les années 70, pendant la guerre froide, nous avions également assisté à l'époque à cette Afrique divisée. D'un côté, on avait les pays que l'on disait les pays verts, qui étaient donc acquis au camp occidental, et les pays rouges qui étaient acquis à l'Union soviétique, etc. Et on a connu cette Afrique-là qui était divisée. Et nous avons vu le résultat au bout du parcours, enfin au bout de ce parcours, à la fin de la guerre froide, à la fin des années 80, quoi. Nous en avons tiré la conclusion, et également nous avons tiré évidemment la leçon de cette époque-là. Est-ce que nous sommes en train de vivre à nouveau, je dirais, cette division? Bon, elle est beaucoup moins flagrante, évidemment, mais il y a effectivement, je dirais, cette manipulation des opinions, cette instrumentalisation de la mémoire coloniale pour simplement se dédouaner, tout simplement, de sa responsabilité. C'est-à-dire que, vous savez, quand des régimes comme ceux auxquels nous assistons aujourd'hui, au Sahel, on assistait à un coup d'État. Jusqu'à présent, le coup d'État était suivi d'une transition, puis ensuite, on revenait à ce qu'on appelait l'ordre constitutionnel. Nous sommes en train d'assister simplement à la captation de ces pays-là par les acteurs de ce coup d'État, qui ont trouvé effectivement dans cette nouvelle vague, je dirais, néo-panafricaniste, opportuniste, l'occasion en fait d'alimenter en fait leur action par la manipulation des émotions, la manipulation de concepts qui par ailleurs peuvent être d'ailleurs tout à fait justifiés, mais qui, en la circonstance, servent également d'arguments, servent également de prétexte à ce régime pour simplement s'installer dans la durée, sans avoir aucune obligation de résultat vis-à-vis de leurs concitoyens, puisque tous les malheurs de leurs concitoyens sont dus à des manipulations invisibles, extérieures, occultes, etc. C'est absolument dangereux. C'est-à-dire que c'est une imposture historique majeure à laquelle il faut faire attention parce qu'au bout du compte, la facture sera très, très lourde. Et vous savez, il faut rappeler quand même que, évidemment, nous avons notre histoire spécifique, hein, la traite négrière, le colonialisme, etc. Mais sur la planète, il y a d'autres peuples qui ont également, je dirais, des mémoires douloureuses. Nous ne sommes pas les seuls dépositaires de mémoires douloureuses, quoi. Moi, je cite souvent l'exemple d'un pays qui m'a beaucoup enseigné, c'est le Japon, où j'ai appris beaucoup. Il y a quelques années, quand j'allais au Japon, et, vous savez, les Japonais me racontaient beaucoup leur histoire, avec aussi une mémoire douloureuse, très très douloureuse. Ils m'ont expliqué le cheminement qu'ils ont fait. Et pour résumer, un jour, ils m'ont dit, écoutez, vous savez, pour pouvoir aller de l'avant, il a fallu que à un moment donné, que nous décidions d'oublier justement cette mémoire douloureuse, que nous revenions vers nous-mêmes et que nous nous interrogeons de savoir comment nous allions à nouveau nous positionner dans le concert des nations et exister en tant que peuple. Et pour cela, il a fallu qu'à un moment donné, que nous mettions de côté cette mémoire douloureuse, que nous cessions de la convoquer en permanence, parce que cela nous ralentissait plutôt que de nous faire avancer. Et c'est ainsi que le Japon a, à un moment donné, choisi de travailler, tout simplement, de se mettre au travail. De se mettre au travail. Et en tentant de construire sa propre musique sans plus écouter celle des autres. C'est important. Il y a un moment où, nous aussi, Africains, surtout francophones, nous devions simplement rappeler les vertus du travail, les vertus de la communauté de destin, de la construction de nos espaces nationaux,
Et de toute façon, ce ne sont pas les émotions qui vont construire l'avenir, c'est le travail, c'est l'implication de toutes les énergies collectives, de toutes les intelligences collectives pour construire nos espaces nationaux. Il n'y a pas d'autre voie que celle-là, parce que, voilà, je dirais que ce n'est pas la désignation d'un ennemi extérieur, je dis à chaque instant, qui va de manière incantatoire et mécanique, par magie, je dirais, construire ces espaces nationaux. Et vous avez évoqué tantôt que ce combat ou la dualité des blocs en Afrique, ce n'est pas un phénomène nouveau avec les pays verts et rouges tantôt. Mais ma question concerne la récente résurgence de cette un peu russophilie-là. Est-ce qu'elle est uniquement due au fait que certains de ces régimes ont trouvé en la Russie un allié qui va pas les juger et qui ne va pas leur imposer de laisser le pouvoir à un certain moment? Ou alors, est-ce que cette récente russophilie a d'autres origines et qui expliquent pourquoi est-ce que brusquement tout le monde semble aimer la Russie? Donc, les termes de l'échange entre la Russie et l'Afrique sont des termes, évidemment, plus confortables à certains régimes, surtout les régimes illégitimes, que les régimes normalement constitués, me semble-t-il. Vous savez, l'Afrique du Sud, qui est une démocratie, a des relations tout à fait équilibrées, historiques, avec la Russie. Dans la continuité, voilà, des formes de fidélité comme ça que le régime sud-africain entretient à l'égard de la Russie en souvenir du soutien que l'Union soviétique avait apporté à la lutte de l'ANC contre l'apartheid. Mais c'est une relation, disons, tout à fait ordinaire. Parce que l'Afrique du Sud a ceci de particulier qu'elle garde cette fidélité historique à l'égard de la Russie en souvenir de l'Union soviétique, mais tout en ayant comme partenaire stratégique, premier partenaire stratégique, les États-Unis. Ça s'appelle de la politique, ça s'appelle de la diplomatie, ça s'appelle la sauvegarde des intérêts nationaux, la gestion des intérêts nationaux. Voilà. Mais ce qui se produit aujourd'hui, quand on observe très précisément les rapports de la République centrafricaine avec la Russie, du Mali, du Niger, du Burkina Faso, d'abord, il faut constater que le retour de la Russie en Afrique semble se faire essentiellement dans les pays qui sont fragiles, dans les pays en grande difficulté, dans les pays souffrants, en quelque sorte, en crise. C'est quand même intéressant. C'est quand même intéressant parce que c'est comme si finalement c'était les pays les plus paraplégiques, les plus paralytiques, qui étaient finalement les plus faciles, je dirais, à associer aux objectifs de la Russie. Et quels sont ces objectifs essentiellement? D'abord, c'est une démonstration de puissance partout où cela est possible. Dans cet agenda de la revanche que Vladimir Poutine, pas la Russie d'ailleurs, la Russie de Poutine, a décidé d'engager contre ce qu'on nomme, d'ailleurs de façon un peu floue et vague, l'Occident. Parce qu'on ne sait pas très bien d'ailleurs où sont les frontières de l'Occident. Vous le savez, vous ne savez pas plus que moi où commence l'Occident et où cela se termine, quoi, vous voyez. Enfin, il y a quand même une démarche idéologique qui est très très claire. C'est-à-dire mettre en place sur la scène internationale un nouveau pôle de puissance démocratique, c'est-à-dire antidémocratique, et pour mettre en place un rapport de force permanent et continu avec l'Occident. C'est à cette guerre-là que s'attelle la Russie depuis plusieurs années, bien avant d'ailleurs l'invasion de l'Ukraine. Et dans mon dernier ouvrage, Blues démocratique, que vous avez eu la gentillesse de citer, au début de l'entretien, je parle effectivement des signes précurseurs de cette guerre-là. Et le livre a été écrit, le livre est sorti peu de temps avant l'invasion de l'Ukraine. Donc vous voyez, il y a d'abord cet agenda russe qui rencontre effectivement sur le continent africain des contingents possibles de cette armée russe que Vladimir Poutine veut mettre en place contre l'Occident. Et les candidats
se retrouvent dans les pays qui sont en crise. Parce que dans les pays où la Russie est aujourd'hui présente, la Russie, quelle est l'offre de la Russie? Elle est essentiellement sécuritaire. Mais elle n'est pas sécuritaire pour les pays, pour les territoires concernés. Elle est sécuritaire pour les régimes au pouvoir dans ces pays-là. C'est l'encadrement, la sécurisation de ces régimes-là qui, par ailleurs, garantissent à la Russie non seulement la confortation de sa guerre idéologique, mais aussi l'accès aux ressources naturelles de ces pays-là. Aujourd'hui, nous le savons, il y a des rapports qui l'ont documenté, l'or malien, les ressources précieuses de la Centrafrique permettent de financer la guerre en Ukraine, notamment. M. Prigojine, avant d'être assassiné, s'est massivement aussi enrichi avec Wagner, je dirais, dans ces territoires-là, etc. Donc c'est un deal qui ressemble beaucoup d'ailleurs à une sorte de caricature de comptoir colonial comme on n'imaginait plus. Oui. Et l'on s'en réjouit et l'on applaudit effectivement ce qui est la représentation la plus caricaturale de la colonie comme on ne pouvait pas l'imaginer. Et aujourd'hui, quand vous voyez comment se comportent les éléments de Wagner dans un pays comme la République centrafricaine, comme la Centrafrique ou le Centrafrique, vous vous demandez, mais ce sont des images hallucinantes. Les brutalités commises à l'encontre de la population à Bangui et dans les provinces en Centrafrique sont absolument insensées. C'est-à-dire que dans les scénarios, je veux dire, les plus extravagants de cinéma, vous n'oserez pas mettre cela. Le deal qui est conclu entre Wagner et les régimes comme le régime malien, aujourd'hui le Niger, le Burkina Faso, ce sont des deals qui sont absolument caricaturaux. Parce que quelle est la seule question qui vaille dans tout cela? C'est est-ce qu'il s'agit simplement d'alimenter les émotions contre l'Occident et les problèmes d'Occident, ou s'agit-il de garantir les intérêts, non pas de régimes qui sont censés être provisoires d'ailleurs, mais des populations et sur le long terme, quoi. Mon but n'est pas de faire l'éloge, je dirais, d'un camp contre un autre, de faire dans cette guerre que Vladimir Poutine a décidé de mener contre un improbable Occident, en tout cas surtout pour conforter son propre pouvoir d'ailleurs, qui est un pouvoir, je dirais, franchement, qui n'est pas un exemple quand même, je dirais, de mon point de vue en tout cas, pour la politique africaine, quoi. Parce que nous avons quand même un régime en Russie qui en est à son 5e mandat, mais bon, et M. Poutine a été un des précurseurs des fameux contentieux de 3e mandat, puisque c'est lui qui a inauguré quand même la modification opportuniste des constitutions sur cette planète, avec aujourd'hui des adeptes, des disciples en Afrique, quoi. Bon, voilà. Donc, effectivement, pour un certain nombre de régimes, et pas seulement d'ailleurs les régimes que nous avons cités, hein, il y a d'autres pays en Afrique centrale, bon, je pense au Congo-Brazzaville par exemple, qui trouve auprès de Moscou une oreille attentive, etc. Ce qui permet à ces régimes également de créer, je dirais, une sorte de concurrence un peu, voilà, de concurrence opportuniste pour leurs intérêts entre l'Occident, enfin, entre les pays occidentaux et la Russie et même la Chine, parce qu'on ne va pas parler de la Chine, mais en arrière-plan, il y a également la Chine qui devient également, je dirais, un facteur de négociation pour certains régimes africains vis-à-vis des pays occidentaux, quoi. Voilà, tout cela, effectivement, ça reste des petits calculs, en ce qui concerne l'Afrique, des petits calculs à court terme. Et notre grand souci, reste de savoir voilà, est-ce qu'il s'agit simplement de mettre en place des petits calculs à court terme pour garantir la survie de régimes politiques, ou s'il s'agit réellement de construire des destins nationaux. Mais lorsqu'on voit justement les promesses de la Russie pour les États africains, on a par exemple les promesses d'investissement divers à Sochi déjà il y a quelques années. Nous avons des promesses d'appui dans le domaine agricole, des centrales nucléaires. Il y a tellement de promesses qui ont été faites et ces promesses n'ont massivement pas été suivies. Vous avez constaté vous-même qu'il n'y a pas concrètement, rien n'a été fait. Et justement, à part les dons de blé. Ce qui renforce d'ailleurs la caricature du colon qui arrive, qui donne un peu à manger et qui prend tout ce qu'il veut. Mais aujourd'hui,
je pense qu'il faut beaucoup de recul pour lire parce que le sentiment pro-russe est tellement fort qu'on a l'impression que des gens sont un peu possédés par une machine bien huilée qui est conçue pour justement manipuler les mentalités des peuples africains. Parce que si je dis faites attention à la Russie, ne serait-ce que cette mise en garde-là me vaudra beaucoup d'insultes, beaucoup de critiques. Et, et aujourd'hui, moi, je voudrais savoir quels sont les moyens de la propagande russe en Afrique et surtout comment l'identifier pour que au moins quelques personnes qui nous suivent puissent lire entre les lignes pour savoir que ça, c'est simplement une action de propagande. Vous avez dit posséder, le mot est très juste. Le mot est très très juste. Parce qu'il y a quand même une part d'irrationalité, effectivement, dans tout cela. Mais bon, je pense qu'il ne faut pas sous-estimer, je pense qu'il faut rester quand même attentif à ces charges ou cette décharge émotionnelle qui, de ces opinions qui se tournent vers la Russie, qui font l'éloge de la Russie, parce que la Russie est, quelque part, c'est une instrumentalisation de la Russie aussi, par ses opinions, pour satisfaire un sentiment de revanche vis-à-vis, je ne sais pas très bien, en tout cas, voilà, vis-à-vis de la France, qui est l'incarnation de l'Occident, en tout cas pour ces opinions-là, qui incarnent tous les maux, évidemment, qui accablent l'Afrique. Ouais, bon, ce sont des sentiments, bon, il faut jamais rester indifférent aux sentiments, il faut écouter et puis trouver les réponses. Voilà, ce que vous dites, c'est une réalité, c'est un fait, ça se manifeste. À partir du moment où cela se manifeste, c'est que cela existe. Si cela existe, c'est qu'il faut se pencher sur la question de savoir, bon, comment effectivement résoudre la question. Les moyens de propagande, vous le savez, en fait, la Russie, ce n'est pas nouveau d'ailleurs depuis l'Union soviétique, la Russie a toujours été maître dans l'organisation de la guerre informationnelle. Et aujourd'hui, encore plus que jamais, quoi. Bon, ce n'est pas pour rien que Wagner était à la fois un groupe de mercenaires, mais en même temps une organisation, une entreprise d'information et de guerre informationnelle, quoi. Alors tout cela, effectivement, la Russie a fait son retour en Afrique avec ces deux éléments, avec les armes et avec la guerre informationnelle. Et la Centrafrique est toujours un laboratoire très fécond, a été un laboratoire très fécond, je dirais, de cette guerre informationnelle. Et tout ça s'est propagé, évidemment, aujourd'hui sur le continent. Mais aujourd'hui, sur le continent, enfin, dans certains pays, en tout cas que ceux dont nous parlons, ce n'est plus simplement une importation russe, c'est devenu une production africaine aussi, notamment des jeunes qui sont au pouvoir, qui ont mis en place leur propre régiment de guerre informationnelle, de désinformation, de production de fake news, des usines à trolls, etc. C'est le cas au Mali où on a créé les vidéomans qui sont effectivement payés, enfin financés par le régime pour produire à longueur de journée la propagande pro-junte et maintenir, je dirais, cette pression sur l'opinion. Et voilà, donc cette manipulation globale de l'opinion est devenue pratiquement industrielle. Donc voilà, il y a donc, je dirais aujourd'hui, à la fois l'œuvre russe et la production locale, je dirais, de cette... Et tout cela, effectivement, crée cette grande confusion dont je parlais tout à l'heure, qui permet finalement au logiciel russo-africain d'avancer. Parce que le plus important dans tout cela, ce n'est pas de savoir ce qui est vrai et ce qui est faux, c'est de créer un climat où d'abord subsiste le doute et où finalement, je veux dire, on ne fait plus la différence entre le vrai et le faux, quoi. Et pendant ce temps-là, effectivement, la machine russe avance et son deal, évidemment, avec certains régimes, prospère. Donc c'est un instrument très puissant, dévastateur, parce que l'Afrique n'est pas le seul terrain où cela opère. Même ici en Europe, aux États-Unis, je veux dire, les offensives russes ne s'arrêtent pas, ne sont pas simplement réservées à l'Afrique. Elles ont été constatées aux États-Unis lors des élections.
et même ici en France. Et aujourd'hui encore, la France essaie de se prémunir contre tout cela. Mais ce qu'il faut constater, c'est que les publics africains, les opinions africaines, se sont montrés particulièrement perméables à cette guerre de l'information. Et aujourd'hui, je dirais même que les opinions que vous évoquiez sont devenues elles-mêmes, je dirais, des reproducteurs de cette matière-là. C'est très préoccupant. Et je vous reconnais cela. C'est tout à fait préoccupant. Et j'ai une question un peu égoïste, on va dire. Moi, je suis tchadien, donc il fallait que je glisse bien une question sur le Tchad. Beaucoup d'analystes aujourd'hui présentent un peu le Tchad comme peut-être le dernier rempart contre cette vague russophile qui déverse en Afrique. Et justement, il y a quelques années, alors que j'étais au Tchad, il y a eu des manifestations anti-France et pro-russe avec le drapeau russe et tout, mais je pense que ça s'est un peu tassé. Peut-être que certaines personnes ont compris le jeu et les, les personnes ou les plateformes pro-russes sont très facilement détectables, surtout dans le contexte du Tchad, parce que je parcours très souvent les plateformes d'information. Est-ce que vous adhérez à cette lecture comme quoi le Tchad serait le dernier rempart un peu contre l'invasion russe en Afrique? Je ne sais pas, je me méfie un peu de la notion de rempart. Vous savez, on a souvent parlé dans l'histoire de remparts, on a vu ces remparts sauter très aisément au fil du temps. On se dit, ah, il y a un autre rempart qui... Vous savez, c'est comme les lignes rouges, vous savez. On parle souvent des lignes rouges qu'il ne faut jamais franchir. En fait, ces lignes rouges ne cessent de reculer, en fait, au fur et à mesure que le fléau avance. Ce que je sais, c'est qu'aujourd'hui, aussi au Tchad, ce débat existe. La question se pose. La pénétration de la Russie sont de plus en plus patentes et constatées, en tout cas. Au sein même du régime de transition, qui n'en est plus une, puisque désormais, il est question, enfin, on n'est plus dans la transition. En tout cas, au sein du régime, en tout cas, il y a effectivement une confrontation entre deux camps, entre des russophiles, le camp russophile, et puis de l'autre côté, je ne dirais pas le camp occidental, mais le camp traditionnel en quelque sorte. Hein. Donc voilà, il y a cette confrontation, et il y a cette tentation également, je dirais, d'engager cette espèce, je dirais, comment dire, d'instrumentalisation opportuniste de la guerre entre la Russie et l'Occident pour en tirer des bénéfices, c'est-à-dire de tirer des bénéfices de cette rivalité, je dirais. Mais bon, que le Tchad ou d'autres pays africains, à la limite, tentent, je dirais, de tirer bénéfice des rivalités des puissances sur le continent, bon, voilà, fondamentalement, la question est de savoir si on le fait, je dirais, toujours si on le fait de manière pertinente. Comme je vous le disais tout à l'heure, le fait que les pays africains aient pu diversifier leurs partenariats avec l'arrivée massive de la Chine, avec d'autres partenaires comme l'Inde, comme le Brésil, etc. En principe, je veux dire, il y a 20 ans, on s'en réjouissait en se disant, bon, cela va multiplier justement les opportunités pour les pays africains, renforcer la capacité de négociation dans le champ du commerce international. Je ne suis pas certain que 20 ans plus tard, 25 ans plus tard, que l'Afrique ait pu réellement déterminer et conforter ses intérêts dans ce champ de rivalité. Bon. Donc pour en revenir au Tchad, si on part du principe que, je dirais, le Tchad aujourd'hui entretient cette équation entre voilà, le maintien des relations traditionnelles et puis la prise en compte de la poussée russe ou de la poussée russophile pour essayer de trouver, je dirais, une voie médiane et garantir les intérêts du Tchad. Je pense qu'aujourd'hui, c'est la question, c'est cette interrogation qui, aujourd'hui, domine les débats au sein du régime aux commandes du pouvoir au Tchad. Vous avez dû
constaté le récent voyage du président Déby pendant la transition encore en Russie, la grande réception qui lui avait été donc réservée par Moscou, aux grandes dames de certaines capitales occidentales qui ont trouvé là effectivement un rapprochement avec la Russie. Je pense que la question, le dossier tchadien est beaucoup plus complexe que cela. Je ne vois pas le Tchad basculer en quelque sorte. Je ne pense pas à un phénomène de basculement. Je crains plutôt que pour la sauvegarde du régime tchadien, le Tchad ne soit amené quelque part le régime, que les acteurs politiques tchadiens ne soient tentés, je dirais, de jouer les apprentis sorciers et d'instrumentaliser certaines rivalités sans pour autant, de manière pertinente, en tirer les meilleurs avantages pour les populations tchadiennes. C'est-à-dire qu'en fait, il faut, une fois de plus, cette façon, je dirais, désamorcer les nœuds politiciens et davantage s'engager dans des processus réels de développement. C'est la seule question qui vaille aujourd'hui et demain d'ailleurs. Quel est aujourd'hui le projet au Tchad permettant aux Tchadiens d'espérer que dans 5 ans, dans 10 ans, dans 20 ans, le bond en avant aura été réalisé? Jusqu'à nouvel ordre, je ne perçois pas les signes prometteurs, je dirais, de ce projet. Peut-être c'est peut-être pas une question, mais une remarque, surtout enfin un commentaire. L'une des thématiques majeures qui me tient à cœur sur cette plateforme, c'est la responsabilisation des peuples africains. Et la raison, c'est justement un peu tout ce que vous avez évoqué aujourd'hui, que le peuple prenne conscience de ses aspirations et qu'il puisse, dans une certaine mesure, l'imposer à la classe dirigeante, aux hommes politiques. Et aujourd'hui, je pense qu'on a une bonne dose de recul en termes une bonne dose de réalité, surtout en termes de relations internationales africaines et notamment le Sahel, mais pas que, et surtout dans les questions de la récente russophilie en Afrique. Et donc, j'espère que tous ceux qui nous suivent profitent et apprécieront l'exercice. Et je voudrais vous remercier et vous donner un peu la parole pour que si vous avez un mot, que vous puissiez le dire. Et surtout que j'espère que ce n'est pas la dernière fois que vous venez ici, parce qu'il y a beaucoup d'autres thématiques, un peu pas toujours celle-là, mais il y a beaucoup d'autres thématiques que nous trouvons passionnantes et j'espère encore vous convier ici pour qu'on puisse en parler. Donc, je vous passe la parole. Écoutez, qu'est-ce que je pourrais rajouter? Vous remercier de votre invitation. Je pense que l'exercice est intéressant parce que en face de vous, en discutant avec vous, je pense que j'ai un sentiment de proximité avec ceux qui pourraient nous écouter. C'est peut-être la formule d'ailleurs, votre formule qui le permet d'ailleurs. Sentiment de proximité avec ceux qui pourraient nous écouter, avec le sentiment que que nous parlons entre nous. Quand je dis entre nous, c'est-à-dire qu'entre vous et moi et tous ceux qui pourraient nous écouter, quoi. Tous ceux qui pourraient nous écouter, en tout temps et en tout lieu. Et moi, je suis heureux d'être venu parce que, bon, une fois de plus, ça permet d'évoquer un peu, je dirais, nos préoccupations. Et également, nos espérances également. Vous voyez. Bon, moi, je n'ai jamais, au fond, j'ai fait une longue carrière. Dans ma carrière que j'ai essayé de faire le plus scrupuleusement possible, je n'ai jamais dissocié, je n'ai jamais pu dissocier en fait l'exercice, disons, technique de mon métier ou de mes métiers avec toutes ces préoccupations au fond que nous avons évoquées aujourd'hui. Donc j'ai toujours eu effectivement présent à l'esprit, je dirais, l'exigence d'utilité. C'est-à-dire que est-ce que les choses que nous faisons, chaque chose que nous faisons, nous le faisons en termes de métier, en termes de carrière, en quoi cela est-il utile pour nos contemporains? Comment cela est-il utile pour l'Afrique? Me suis-je dit pendant des années, quoi. Voilà.
Parce que je suis persuadé qu'en fait, la contribution la plus minime qui soit de chaque individu contribue en fait à la construction en fait de l'ensemble de l'édifice. Et il ne faut pas ménager sa peine pour cela. Et il ne faut surtout pas compter, je dirais, son effort et se dire que, voilà, on essaye d'être utile en tout temps, en tout lieu, modestement, très, très humblement, mais il n'y a jamais d'effort inutile, quoi. Et je pense que c'est un peu à cela que souvent, voilà, c'est à cela que je pense quand je vois un peu cette actualité-là. Et je dois vous avouer que je pensais que, voilà, que toutes les années où nous avancions, où nous avions travaillé, milité également, beaucoup milité, nous avons dit, bon, nous allons vers des rivages paisibles. Eh bien, en fait, non. Les rivages sont, voilà, il y a de temps en temps des rivages paisibles, de temps en temps, voilà, il y a encore de temps en temps, voilà, il n'y a jamais de repos en quelque sorte. Il y a de temps en temps de repos et puis ça repart, voilà. Et pour finir, je dirais que je rappellerai simplement que, une fois de plus, en fait, au-delà de tout ce que nous disons, de cette actualité difficile, de tout cela, au fond, je dirais que la réponse, elle est toute simple, hein. C'est ce que je disais en filigrane pendant tout cet entretien. Il faut simplement, partout, nous mettre au travail, quoi, qu'on retrouve cette vertu cardinale. Et pour ça, moi, je suis devenu, voilà, je suis un militant acharné de ce qui est pour moi la mère de toutes les politiques, c'est l'éducation, le renforcement de l'éducation comme une priorité absolue, une priorité nationale partout et en tout lieu. Je ne le dis pas, je dirais parce que ça n'existe, parce qu'elle est inexistante. Elle a une existence à beaucoup d'endroits. Et c'est ces endroits-là qui nous préoccupent. Parce qu'il y a aussi un certain nombre d'endroits sur le continent africain où j'ai constaté que cette prise de conscience a eu lieu depuis longtemps et que cet investissement a été fait et que cela apporte des résultats. Je l'ai vu aux Seychelles, je l'ai vu en Afrique australe, je l'ai vu dans un certain nombre de pays où, depuis très longtemps déjà, on a considéré que le premier investissement pour construire des acteurs locaux du développement, des acteurs nationaux, c'est l'éducation. Et partout où l'éducation a reculé, c'est parce que ceux qui étaient en charge de destinée nationale ont négligé ou maltraité l'éducation nationale, parfois de manière absolument volontaire. Pour des raisons d'ailleurs qui sont des raisons plutôt des raisons assez coupables et obscures. Donc, c'est cette exigence-là qu'il faut aujourd'hui mettre au centre des priorités, notamment dans les pays du Sahel, dans un certain nombre de pays francophones. Et enfin, nous faire confiance les uns les autres. Merci à tous ceux qui vont nous suivre dans les radios partenaires, à ceux qui vont nous suivre sur les réseaux. N'hésitez pas à partager, à commenter, à abonner comme d'habitude. Donc je vous remercie et on se voit au prochain numéro.